Il m'est agréable de vous accueillir ce matin au siège du Media Trust. Ce matin, donc, pour une rencontre dans le cadre des échanges au sujet des droits de l'homme. C'est un plaisir et un honneur pour nous, le Media Trust Board et moi, d'accueillir parmi nous ici donc, le président de la Commission des droits de l'homme et le professeur Ludovic Hendel, professeur de droit international des droits de l'homme et de droit global, chercheur permanent au Fonds de la recherche scientifique. Le droit de l'homme, vous le savez, est un sujet qui nous intéresse tous. Citoyens, journalistes, chercheurs, légistes et autres. En fait, tout le monde s'intéresse aux droits de l'homme. Chaque société a son système de protection des droits, car nous estimons que les droits de l'homme sont inaliénables de tous les êtres humains, sans distinction aucune, notamment de race, de sexe, de nationalité, d'origine ethnique, de langue, de religion. Tout le monde a droit à la vie et à la liberté, et cela implique qu'il ne sera pas soumis à la torture. Nous savons aussi que tout le monde a droit à la liberté d'opinion et d'expression, et que nous avons tous le droit d'exercer nos droits sur un pied d'égalité et sans discrimination aucune. Mais nous savons tous que la liberté d'expression ne signifie pas de dire et d'écrire tout ce qui passe par la tête. On a le droit d'exprimer, mais cela se fait avec responsabilité. Je ne vous dirai pas plus. Nous avons deux experts devant nous. Je vous passe le juge Sitelsing. Professeur Hendel, chers amis journalistes, je vous remercie pour votre présence ici. Je sais que vous avez toujours un emploi de temps assez chargé pour couvrir les événements quotidiens. Je dois tout d'abord préciser que ce rencontre a lieu dans le cadre d'un projet que nous avons avec l'Union européenne qui est en train de nous financer assez généreusement un projet de promotion des droits de l'homme à Maurice. Il est vrai que au sein de la Commission nationale des droits de l'homme, pendant les dernières années, nous avons fait la promotion des droits de l'homme, nous allons parler aux étudiants, aux syndicats, au secteur privé. Nous parlons aussi aux policiers, aux prison officers, et comme je l'ai dit, dans les écoles, pour promouvoir les droits de l'homme, pour faire l'éducation aux droits de l'homme. Et ce projet que nous avons avec l'Union européenne est bien structuré parce que nous avons pu recruter 2 resource persons et un project manager pour continuer avec cette promotion des droits de l'homme. Nous avons aussi fait régulièrement dans le passé, nous le faisons toujours, des causeries dans les Citizens Advice Bureaus chaque semaine sur les activités de la Commission et sur qu'est-ce que ça veut dire les droits humains. Parce que très souvent, quand on parle des droits humains, les gens pensent que c'est des droits comme s'ils ont fait un accident, s'il y a une négligence médicale à l'hôpital, tout ça. Ça fait un peu partie des droits humains, mais en général, ils pensent qu'une dispute avec un voisin, c'est aussi droits humains, etc. Alors il faut tout le temps préciser qu'est-ce que c'est que les droits humains. Le professeur Hendel a déjà été présenté, il est un expert en la matière.
il a écrit un ouvrage qui traite vraiment de la théorie des droits internationaux pour les droits de l'homme. Mais aujourd'hui, il va aborder le sujet d'un angle un peu plus pratique. Je crois qu'il accueillera bien un genre d'échange du point de vue avec vous. Les questions seront le bienvenu. Il va parler pendant 30-40 minutes et ensuite vous pourrez poser des questions, exprimer votre point de vue et je pense qu'on aura un échange assez riche sur les droits humains. D'être là aujourd'hui pour pouvoir s'entretenir ensemble de la question essentielle, fondamentale, capitale dans nos sociétés démocratiques de la liberté d'expression, la liberté de l'opinion, la liberté de la presse. Que vous le savez, en droit international des droits de l'homme, comme vous le savez, il y a une série de dispositions qui vont protéger la liberté d'expression et à travers elle, la liberté de la presse. L'idée du droit international des droits de l'homme est assez simple, on va dire, en fin de compte, l'État a l'obligation sur son territoire, et il y a des personnes qui sont sous sa juridiction, de protéger la liberté d'expression. De la respecter, mais aussi de la protéger. Alors la respecter, c'est assez simple, c'est-à-dire qu'un État, l'État mauricien, ne peut pas décider du jour au lendemain que votre une ne paraîtra pas. On ne peut pas censurer, en principe, le contenu de vos articles. Si effectivement on le faisait, ce serait une manière de porter atteinte à l'obligation, normalement, de respecter la liberté d'expression, la liberté de la presse. Par ailleurs, l'État va aussi avoir d'autres types d'obligations, et notamment l'obligation de protéger votre liberté de la presse et votre liberté d'expression. C'est-à-dire que si à un moment donné, il y a un patron d'entreprise qui est impliqué dans des affaires de corruption, qui n'est pas tellement content de savoir que vous allez publier un article sur lui et qu'il vous intimide ou qu'effectivement il essaie de s'ingérer dans le travail de journaliste que vous faites, eh bien là en principe il appartient à l'État aussi de pouvoir intervenir afin de s'assurer que votre liberté de la presse sera garantie, sera protégée. Et plus encore, à partir du moment où il devait y avoir éventuellement des atteintes à votre liberté d'expression, par exemple parce qu'un homme politique ou autre vous menacerait ou qu'il devait y avoir véritablement des violations de la liberté de la presse ou de la liberté d'expression, il appartient encore à l'État, du point de vue du droit international, de pouvoir éventuellement enquêter et sanctionner les personnes responsables afin de s'assurer que ce type de violation ne va pas durer et ne va pas être répété. Voilà un petit peu le cadre, le contexte dans lequel s'inscrit la liberté d'expression, la liberté de la presse en droit international. Moi, évidemment, mon regard, ce n'est pas un regard au niveau interne, c'est un regard au niveau international. Donc, je vous explique en réalité quelles sont les responsabilités de l'État à l'égard des personnes qui sont sous sa juridiction. C'est ça le regard du droit international. Hein. En droit international, on s'intéresse peu, en fin de compte, aux régulations internes, etc., même si elles sont intéressantes à analyser en soi. Alors, quand on parle de la liberté de la presse et de la liberté d'expression, forcément, on fait référence à l'un de ces fondements essentiels de toute société démocratique, une des conditions primordiales du progrès et de l'épanouissement de chacun, d'après les termes notamment de la Cour européenne des droits de l'homme, repris par d'autres organes de protection. Et on va considérer que cette liberté d'expression va valoir non seulement pour les informations ou idées qui sont accueillies avec faveur, considérées comme inoffensives ou indifférentes. Hein, vous pouvez effectivement rapporter ou commenter ou faire des commentaires un petit peu sur la pluie et le beau temps, je vais dire, bon voilà, il n'y aura pas de, on va pouvoir vous censurer là-dessus. Mais cette liberté d'expression, elle doit aussi valoir pour d'autres types de discours, et notamment, et c'est une expression de la Cour européenne des droits de l'homme et qui s'applique en général en droit international des droits de l'homme,
pour les discours qui heurtent, choquent ou inquiètent. C'est important cette conception des discours qui heurtent, choquent ou inquiètent. Vous pouvez, dans le cadre de votre liberté d'expression, dire évidemment des choses poliment. Vous pouvez éventuellement dire des choses qui, d'une certaine manière, vont effectivement inquiéter l'État. Vous pouvez dénoncer des affaires de corruption, dénoncer des pratiques de brutalité policière, dénoncer des violations des droits de l'homme en tout genre, dénoncer la situation de détention de mineurs d'âge, par exemple. Ce sont effectivement des choses qui vont pouvoir être dites dans ce cadre-là, parce que c'est ça l'essence en tant que telle du pluralisme, de la tolérance, de l'esprit d'ouverture dans une société démocratique. Et sans cet esprit d'ouverture-là, sans cette possibilité de dire des choses qui choquent, heurtent ou inquiètent, eh bien, on ne pourrait pas effectivement vivre sereinement dans une société démocratique. Donc c'est important de prendre en compte, évidemment, cet aspect-là. Alors, en principe, on peut juger nécessaire, dans les sociétés démocratiques, de sanctionner, malgré tout, certains types de discours. Pour certaines raisons. Mais il va falloir le faire de manière extrêmement prudente, en prenant en compte différents types de critères. Parmi les discours qu'on va pouvoir sanctionner, il y a notamment les discours haineux. Ceux qui vont véhiculer des idées d'haine raciale, des idées d'haine ethnique, ou à l'égard de personnes faisant partie de certaines minorités. Toute forme d'expression qui propage, incite ou vise à promouvoir ou justifier la haine fondée sur l'intolérance, ce sont des discours que l'on va pouvoir effectivement sanctionner, prévenir, restreindre. Alors attention, pour pouvoir restreindre un discours, on ne peut pas, comme ça, du jour au lendemain, recevoir un coup de fil d'un ministre ou d'une administration disant « j'ai pas envie que vous publiez effectivement votre une sur tel article qui dénonce par exemple telle problématique minoritaire ou à l'égard des minorités parce que je trouve que c'est... » Non, attention, il va falloir prendre en compte et appliquer certains types de standards de restriction. Il va falloir déjà que la restriction soit prévue par la loi, qu'il y ait une loi qui soit adoptée par le Parlement, qui dise effectivement attention, on ne peut pas dire tout et n'importe quoi dans tel et tel type de contexte. Il va falloir qu'on ait une base légale pour pouvoir interdire éventuellement un discours. Il va falloir aussi qu'on justifie que la restriction à votre discours vise à protéger un intérêt supérieur à la suite d'une forme de mise en balance des intérêts. Par exemple, ça pourrait être la réputation d'autrui, voire éventuellement la protection de l'ordre public, qui pourrait être prise en compte. La protection, par exemple, de données confidentielles dans le cadre d'un procès pénal. Vous ne pourriez effectivement pas publier pour pouvoir préserver notamment la confidentialité de l'instruction, de l'information judiciaire ou autre, pour encore une fois préserver les intérêts que l'on va considérer comme étant particulièrement importants. Et puis le tout, le but légitime et la restriction, on va considérer qu'il faut que ce soit le tout raisonnable, que ce soit proportionné dans le cadre d'une société démocratique. C'est ça en réalité qu'on va voir. À titre d'exemple, si on vous condamne à 5 ans de prison parce que vous êtes accusé de diffamation, on va considérer qu'il y avait une ingérence qui était peut-être prévue par la loi et qui visait à protéger la réputation d'autrui, mais on va considérer que l'ingérence, 5 ans de prison par rapport à une diffamation parce que vous avez parlé de la petite amie d'un ministre ou que sais-je encore, 5 ans de prison, ce serait complètement disproportionné. Donc là, on va dire, ah ben non, attention, du point de vue du droit international des droits de l'homme, l'État n'avait pas le droit de vous sanctionner aussi fortement, parce que après, ça va complètement inhiber le travail journalistique et la liberté de la presse. Alors, le problème, évidemment, c'est que
tout n'est pas toujours évident et il y a parfois un petit peu des lignes rouges qu'on hésite à franchir, surtout dans le feu de l'action. Est-ce qu'on peut ou pas effectivement parler de tout et de n'importe quoi? Et donc je citerai un exemple et j'aimerais bien peut-être avoir votre avis sur ce cas particulier. Peu importe, ça fait allusion à une affaire française jugée devant la Cour européenne du problème, peu importe le détail. Au lendemain du 11 septembre, l'après-lendemain du 11 septembre, plus particulièrement le 13 septembre 2001, un dessinateur caricaturiste publie dans un journal en France un dessin symbolisant l'attentat contre les tours jumelles du World Trade Center, montrant les tours jumelles écrasées et attaquées par un avion. Et il met une légende en dessous qui pastichait en réalité un slogan publicitaire. Et voilà, et il indique « Nous en avions tous rêvé, le Hamas l'a fait ». Il publie ça. Vous êtes rédacteur en chef, votre journaliste vient vous voir et vous dit le lendemain du 11 septembre, les tours viennent de s'écrouler. Okay, le 13 septembre, il vous dit j'ai une excellente idée, j'ai fait un super dessin, j'aimerais bien publier effectivement ça. Est-ce que vous l'autorisez à publier ou pas? Et surtout, quel est votre raisonnement? Il y a des mots d'hommes, plusieurs mots, c'est un peu difficile de faire quelque chose de là, il y a des mots. Peut-être concernant le symbole des tours jumelles, représentent la puissance financière, peut-être ça doit être parce que c'est la première fois qu'on pense aux morts, aux innocents. On verra plus de pas. Donc qu'est-ce que vous diriez à votre journaliste si vous étiez rédacteur? Non, les gens ne comprennent pas. Okay. Qui publie? Qui met son feu vert en disant vas-y? Qui prend un jour de congé, maladie, pour ne pas décider? Qui refuse de publier? J'enlevais la légende. Vous publiez mais sans la légende. Mais ça n'a plus d'intérêt. Après, c'est juste. Modifiant la légende. Pardon? En modifiant la légende. Qu'est-ce que vous mettez? Après vu que la caricature a été publiée en France et pas en Amérique, ça, la tempête, voilà. Je pense que ça a moins d'effet qu'en Amérique. Maintenant, avec le droit américain, je pense pas que le droit de le faire. Oui, donc c'est un bon raisonnement, si on va prendre en compte effectivement. Dans le contexte mauricien, c'est encore plus tellement éloigné et rapproché du sujet à cette mesure que la résonance, ça n'a la même résonance que cela aurait eu aux États-Unis ou en France. Ça va choquer, mais pas autant. Ok, de bien se souvenir que, en principe, les propos qui heurtent, choquent ou inquiètent sont protégés par la liberté d'expression. D'accord? Heurtent, choquent ou inquiètent. Ici, vous me dites, attention, ça va choquer. Et donc, peut-être parce que ça va choquer, il faut peut-être être prudent, etc., etc. Moi, ce que je vous dis, c'est que, après, vous allez voir que la position est contradictoire, hein, mais en principe, votre réflexe en tant que journaliste devrait être de dire, en fin de compte, certes, ça heurte, choque ou inquiète, peut-être, mais ça fait partie aussi du travail journalistique, de peut-être parfois heurter, choquer ou inquiéter. Au lendemain du 11 septembre, il y a eu beaucoup de gens qui ont réagi en disant, en fin de compte, les Américains, qui sont des impérialistes, qui imposent leur culture à travers le monde, etc., finalement, effectivement, ils ont un retour de bâton, en quelque sorte. Donc, si vous voulez, il y avait un débat général autour de ça, il y avait un débat public peut-être autour de ça. Donc peut-être que le point de départ du raisonnement, c'est est-ce que c'est un discours qui heurte, choque ou inquiète et qui peut rentrer dans le champ de la liberté d'expression. C'est ça le point de départ. Alors, effectivement, vous avez raison de dire, en fonction du pays, le choc, la manière dont on va heurter la population, les personnes concernées, etc., va différer. Forcément, si on est aux États-Unis, si on est en France, si en fonction du lectorat, on va potentiellement
évidemment avoir un impact peut-être un petit peu différent. J'entends évidemment ces arguments. Monsieur, vous vouliez intervenir? Je disais quand même, il y a aussi un raisonnement et une argumentation de classe. Parce que le World Trade Center symbolise le capitalisme. Donc ensuite, la légende elle-même exprime l'idée donc de faire tomber ce monument de capitalisme. Alors qui est pour, qui est contre le capitalisme? Est-ce que le Hamas est-il une organisation qui incarne la lutte contre le capitalisme? Qui se range derrière le Hamas? Je n'en sais pas trop. Et en tout cas, donc, porter donc, un attentat, une action contre le World Trade Center, à mon avis, et en déformant donc cette seconde publicité, ça veut dire donc qui rêvait de faire tomber, de faire fondre, de faire exploser donc les deux tours jumelles. Je ne sais pas si dans le monde entier, il y a beaucoup de monde qui rêvait de perpétrer cet attentat. Ou alors c'est un slogan qui sert quand même le journalisme, les titres qui veulent choquer. Mais chez donc à Maurice, on n'a pas ce même rapport avec le World Trade Center, avec le capitalisme. Mais si on s'inscrit dans un discours de classe, évidemment, ça peut prêter à plusieurs explications. Tout à fait. Alors ici, ça avait été publié dans un journal du Pays Basque. Et donc il y avait, c'était assez limité en fin de compte comme diffusion. Le journaliste a été condamné en France pour apologie du terrorisme, complicité d'apologie du terrorisme. Donc on voit que ici effectivement, du point de vue des autorités nationales françaises, on a considéré que le propos était une forme d'apologie du terrorisme malgré tout. On n'a pas pris au sérieux l'idée selon laquelle effectivement c'était un propos qui heurtait, choquait ou inquiétait et visait à contribuer au débat général. Et le journaliste s'en est défendu. Il a expliqué que lui, ce qu'il voulait, c'était vraiment contribuer, encore une fois, à ce débat général. Et la Cour européenne des droits de l'homme, dans cette affaire, a effectivement suivi plutôt la position de la France. Et elle a considéré que le journaliste, ici, n'avait pas pu se protéger contre la liberté, avec la liberté, grâce à la liberté d'expression. Il n'avait pas pu effectivement l'invoquer contre cette condamnation. Donc, ici, pour moi, cette décision-ci de la Cour européenne des droits de l'homme est une mauvaise décision. Pourquoi c'est une mauvaise décision? Parce que, encore une fois, les journalistes ont le droit de pouvoir diffuser comme toute personne, voilà, mais les journalistes en particulier ont le droit aussi de pouvoir contribuer au débat général et au débat public, et la manière dont on va pouvoir faire cela, c'est aussi parfois par la provocation. Ce n'est pas simplement systématiquement avoir des informations, communiquer des informations d'après un mode narratif plat. Voilà. Parfois, il faut aussi peut-être rentrer dans la caricature, pouvoir effectivement, en tout cas, publier des dessins caricaturaux, etc., qui vont justement provoquer la réflexion. On le voit, rien qu'à l'exemple qui est cité ici, quand on vous soumet la question, vous réagissez en disant, en fin de compte, est-ce que c'est une attaque contre le capitalisme? Est-ce qu'il y a un impact au niveau de la société? C'est ça, en fin de compte. Là, je ne vous ai même pas montré le dessin, je vous le décris juste, et on voit déjà que ça suscite la réflexion, et une réflexion qui est une réflexion purement démocratique et plutôt saine, à mon sens.